Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Le live du samedi, c'est un programme spécial que nous vous proposons aujourd'hui, puisque nous avons comme invité monsieur Emmanuel Okamba. Emmanuel Okamba, vous le connaissez désormais. Il vient ici nous parler en fait de ces tribunes publiées dans les dépêches de Brazzaville. La toute dernière date du 1er décembre, puisqu'il a parlé de la contribution de la diaspora au développement de l'Afrique. Emmanuel Okamba, bonjour. Bonjour Monsieur Cyr. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Emmanuel Okamba, et surtout de bénéficier en fait de vos lumières par rapport aux thématiques liées à l'actualité. La diaspora, tout le monde en parle. Il y a aujourd'hui dans pas mal de pays d'Afrique des ministères chargés de la diaspora, des délégations, des commissariats aux diasporas. D'abord, on se pose la question, mais c'est quoi la diaspora? Qui est membre de la diaspora et pourquoi devient-on membre de la diaspora? S'il faut commencer déjà par ça, Emmanuel Okamba. Merci Monsieur Cyr. Le mot diaspora, en fait, regroupe l'ensemble des personnes nées dans un pays et qui quittent ce pays pour aller vers d'autres pays et qui vont donc vivre dans ces pays hôtes pendant une certaine période. Au cours de cette période... Est-ce qu'il y a une période définie? Parce que celui qui vient pour 2 mois est-il de la diaspora? Non. Par rapport à celui non, il faut que la résidence soit permanente. D'accord. Donc il faut que la personne vive très longtemps dans le pays hôte. Oui. Donc c'est non seulement la personne qui a quitté son pays d'origine, mais c'est aussi ses descendants. Ses enfants, ses petits-enfants, qui sont tous à l'étranger. Donc c'est une génération, comme on dit, en termes de génération en génération. Et ces générations, y compris donc les personnes donc, qui étaient à l'origine de la migration, puisque c'était un mouvement migratoire, n'oublions pas, les personnes donc, qui émigrent, qui quittent leur pays pour aller vers un autre et qui vont s'y établir. Et ces personnes gardent un contact avec le pays d'origine. Soit des vacances périodiques, soit des transferts de fonds, soit des investissements qui sont réalisés dans ce pays d'origine. Voilà ce qu'on appelle la diaspora, y compris aussi la problématique politique, c'est-à-dire que les membres de la diaspora participent aussi à la vie politique de leur pays d'origine. Soit par le vote, soit par le vote, soit par la contestation, soit par toutes sortes de mouvements à caractère politique ou syndical. Alors aujourd'hui, pourquoi la diaspora est revenue à la mode ou est à la mode? Parce que quand on entendait diaspora jusqu'à maintenant, on parlait peu des Africains qui, eux, étaient des immigrés. On faisait plus allusion en fait à la diaspora juive. Pourquoi aujourd'hui il y a un réel intérêt ou un regain d'intérêt sur la diaspora? Deux problèmes qui ont mis la diaspora sous les feux de la rampe, comme on dit. La rampe sous les feux donc, des caméras. Oui. C'est d'abord le drame des 150 000 Africains qui prennent donc chaque année la voie de l'immigration irrégulière. Donc ces personnes qui errent dans le désert ou qui sont en esclavage en Libye ou qui meurent en mer ou alors qui arrivent jusqu'aux portes de l'Europe. Et donc ce drame d'immigration a été filmé et aujourd'hui a fait l'objet de plusieurs conférences, y compris des conférences entre l'Europe et l'Afrique, ou en tout cas en Afrique elle-même. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette diaspora, par sa contribution économique, les transferts de fonds, donc du pays hôte vers le pays d'origine, fait que aujourd'hui, les transferts de la diaspora vers le pays d'origine dépasse l'aide publique au développement, dépasse même l'investissement public direct, c'est-à-dire tous les investissements que les pays absorbent. Les pays absorbent. Donc, et c'est pour ça que la plupart des pays ont commencé par mettre en place des ministères entiers pour gérer donc, ces flux migratoires entre ceux qui partent à l'étranger, ceux qui reviennent, et gérer donc tous ces flux économiques et financiers.
Voilà, donc je rappelle juste à vous qui nous suivez que vous êtes en direct sur Ziana TV. C'est une spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Tribune libre, vous connaissiez. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Lokamba qui va bien sûr nous éclairer par rapport à cette thématique, la contribution de la diaspora du point de l'Afrique. Contribuez vous aussi, vous pouvez lui poser vos questions, vous pouvez aussi en fait l'interpeller par rapport à tout ce qui va être dit ici. C'est une manière de vous faire participer puisque vous nous l'avez souvent demandé. Emmanuel Lokamba, aujourd'hui en fait, les flux migratoires, c'est quoi en termes de chiffres, notamment quand on parle des Africains ou de la diaspora africaine? Alors, on va essayer de limiter dans le temps. C'est vrai, sinon il ne faut pas remonter. Voilà, partons de 2000 par exemple. En 2000, les Africains à l'étranger représentaient un chiffre de 21 millions 800 000. Donc, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, ils sont 32 millions. Donc en 17 ans, en 17 ans, il y a eu une forte évolution donc, des Africains qui ont quitté leur pays et qui vont vivre donc dans d'autres pays. Alors, on peut poser la question, où vont-ils majoritairement? Écoutez, on se demande toujours, parce que quand on voit que les gens se déplacent, aujourd'hui on a des images, on les voit tous venir en Europe. Est-ce que c'est ça la réalité? La réalité, ce n'est pas forcément celle-là. Celle des caméras, donc à travers l'Europe, c'est une infime minorité, car en fait, le maximum de flux des Africains se font entre les pays d'Afrique. Donc ça reste en fait... Ça reste en Afrique. Oui. Donc il y a très peu de mouvements, par exemple, vers l'Asie, c'est 5,1%, vers l'Océanie, c'est 0,5%, 16,4% donc de mouvements se passent en Afrique. Disons à peu près l'Amérique latine est 0,05%, les États-Unis 3,7%, donc le Canada. Vous voyez, donc le reste se passe vraiment au niveau de l'Afrique même. L'Europe, par exemple, c'est 8,9% seulement. D'accord, donc sur les 32 millions là en fait, les gens qui sont installés. Donc finalement... Majoritairement c'est en Afrique. Voilà. Alors, pourquoi les gens partent, Emmanuel Lokamba? Parce qu'on se demande bien, on voit les gens bouger en Afrique, on a aussi les lumières des caméras qui nous montrent aujourd'hui des hommes et des femmes qui meurent dans la Méditerranée. On voit aussi qu'au niveau politique, notamment ici en Europe, que les choses sont plus ou moins difficiles avec une résurgence en fait des thèses d'extrême droite. Pourquoi les gens partent concrètement? Alors, il faut déjà dire que l'homme, si on en croit les anthropologues, l'homme serait né en Afrique. Et l'homme né en Afrique a fini par coloniser le reste des continents. Donc, c'est tout à fait naturel que l'homme africain soit en mouvement. Oui. Bon, ça, c'est un premier élément. C'est ce qu'on appelle la libre circulation. Ça représente à peu près 33% des causes d'émigration. Il y a ensuite des raisons familiales. C'est-à-dire que la première personne qui va en Europe et s'installe, et fait venir sa famille. Puisque la loi le permet. Hein. Voilà, la loi le permet. C'est à peu près 32% des flux migratoires. Ensuite, les raisons humanitaires, 13% environ. Humanitaires, donc problème de guerre, problème de calamité naturelle, et donc les Africains immigrent. Il y a aussi les raisons du travail. Vous voyez, le travail arrive quand même en 4e position avec 11,2% de causes. Et il y a des personnes qui accompagnent les travailleurs, des familles qui accompagnent les travailleurs. C'est 6% à peu près. Et puis le reste, environ 5,2%, ce sont les autres causes qui peuvent être politiques et qui peuvent être autres causes. Alors, voilà. Autre cause, on voit Emmanuel Lokamba. Pourtant, je dirais, toute cette proportion d'hommes et de femmes qui se déplacent ne contribue pas, en fait, de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit aussi, notamment si on prend aujourd'hui en Europe, financièrement, qu'est-ce que ces différentes catégories d'hommes et de femmes qui partent apportent à leur pays d'origine? Alors, posons le problème par rapport à la France, au pays où nous sommes. Oui. Est-ce que l'immigration, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'immigration est une bonne chose pour la France, financièrement parlant? Et puis après, on va parler donc à la... Commençons par la France. Commençons par la France. Alors, en France, par exemple, une enquête montre que les travailleurs migrants, dans leur ensemble,
apporte 60,3 milliards d'euros. Et la France paye sous forme de retraite, de logement, d'aide au logement, de RMI, de chômage, d'allocation familiale de santé et d'éducation, tout ça regroupé, 47,9 milliards d'euros. Ce qui fait un solde de 12,4 milliards. Donc c'est une affaire qui est rentable pour la France. D'accord. Bien. Pour les pays d'Afrique, nous avons dit tout au début que les transferts de fonds des migrants représentaient la plus grande part des flux de ressources de financement venant de l'extérieur. Donc, les transferts, par exemple, en 2010, c'était 53 milliards, 1 million. Ça, c'est en 2010. En 2017, donc jusqu'à la date où nous avons publié l'article, c'est l'équivalent de 66 milliards 200. On est parti de 53 en 2010, aujourd'hui on est à 62, 66. 7 ans après. Voilà. Ça veut dire qu'il y a énormément de flux, énormément d'argent qui est mis en mouvement. Donc pour les pays en voie de développement, et notamment les pays d'Afrique, l'immigration est donc une source de revenus. Vous voyez, des fonds qui viennent de l'extérieur. Si on compare donc ces fonds à l'aide publique au développement, comme nous avons dit, eh bien, l'aide publique au développement, c'est 46%, par exemple, 46 milliards en 2010, contre 57,5 milliards en 2017. Vous voyez, donc, les transferts de fonds sont plus importants. Un autre chiffre qu'on peut vous donner, c'est l'aide... non. L'investissement privé qui vient donc de l'étranger. Oui. 23,5 milliards en 2010 contre 5,2 en 2017. Donc, quel que soit le flux financier de l'extérieur, eh bien, les transferts envoyés par les immigrants dépassent toutes les ressources extérieures. Et c'est pour cela que c'est une véritable manne financière pour les pays qui, aujourd'hui, certains pays organisent cette immigration régulière. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas la migration régulière, c'est la migration irrégulière. C'est-à-dire les gens qui prennent le bateau qui finissent et qui finissent dans la Méditerranée. Oui. L'immigration régulière, on n'a pas besoin de passer par le bateau. Donc ça peut être organisé par des États qui organisent normalement dans le cadre des traités bilatéraux ou des choses comme ça en fait. Voilà. Donc l'immigration régulière, la personne a son visa régulièrement, il prend l'avion, paye son billet, arrive en France ou arrive dans le pays dans lequel il veut séjourner et puis entame toutes les démarches pour pouvoir s'installer dans ce pays. Et cette immigration ne pose pas un problème. Très bien. Alors Emmanuel Okamba, quand on vous entend, on se dirait que tout est beau dans le meilleur des mondes, puisque ces immigrés envoient plus d'argent que l'aide que reçoivent ces pays. Donc, ces pays-là devraient, normalement, se porter un peu mieux. Or, vous êtes sans ignorer, et c'est votre domaine, dans débattant ici avec vous, c'est que ces pays s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. C'est-à-dire que plus on envoie d'argent, plus les gens partent. Quel usage fait-on de cet argent? Parce qu'il y a un problème. Je pense que vous avez cité des chiffres par rapport à l'aide publique de développement et ce que les immigrés envoient dans leur pays, c'est quand même toujours plus. Or, la réalité est complètement différente. Plus on envoie de l'argent, plus les gens partent. Finalement, on fait quoi, Emmanuel Okamba? L'aide sert à quoi, finalement? En fait, l'aide, les transferts de fonds servent d'abord à aider les familles qui sont restées là-bas pour des raisons purement domestiques. C'est manger, la nourriture au quotidien. Payer les ordonnances, payer l'ordonnance, payer les études, payer le transport, et puis faire un tout petit peu d'investissement. Donc, c'est la part de l'aide donc, qui est destinée à la consommation, c'est plus de 70%. D'accord. Donc 70% de l'aide, c'est pour
entretenir tout simplement la famille pour manger, pour se soigner, c'est 70%. Donc il reste 30%. Les 30% qui restent, c'est de l'investissement. Ce soit de l'immobilier, donc la personne achète une maison, un terrain, et puis construit une maison dans son pays d'origine, ou alors, tout simplement, il commence une petite activité économique. Et il achète un terrain sur lequel il fait un peu d'agriculture, ou il fait un peu d'élevage. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que cette aide n'est pas encore mieux orientée par les pays africains. Donc, ça reste tout simplement de l'épargne privée, si j'ose dire. C'est-à-dire que le migrant prend son argent et envoie directement à sa famille via les sociétés de transfert de fonds, alors que cet argent devait passer, par exemple, par une banque qui reçoit et puis qui essaie de capitaliser cet argent avant de le donner, par exemple, à la famille. Oui, mais puisque vous dites que cet argent sert déjà d'abord pour l'immédiateté, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à capitaliser de l'argent qu'on envoie pour régler un problème précis à l'instant I? Oui, alors, c'est-à-dire que si les choses avaient été correctement organisées... Qui devrait les organiser? Les États, oui. Les pays donc d'origine. On a quelques exemples, par exemple... au Mali, on voit quelques exemples au Sénégal, où ces pays ont créé une banque, et cette banque a une filiale dans le pays hôte, par exemple en France. Et les migrants déposent leur argent dans cette filiale. Oui. Cette filiale donne des ordres à des moments précis, alors que cet argent est stocké sous forme d'épargne. Et donc les migrants donnent les ordres à la banque et la banque donne des ordres au pays d'origine pour pouvoir transférer l'argent. Donc l'argent reste à un moment donné avant d'être transféré. Et donc cette filiale a le temps de placer cet argent et donc de le fructifier. D'accord. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des personnes qui font des transferts où on envoie à la minute même. Vous voyez, oui. Vous envoyez à 10h, à 10h15, la personne peut retirer l'argent. Ça, on ne peut pas investir avec ça. La personne reçoit pour résoudre un problème, acheter une ordonnance médicale, acheter des cahiers pour la rentrée. Parce qu'on voit aussi, il y a une communication très active aussi, des agences de transfert d'argent, où on voit mais vraiment une communication ciblée sur des besoins précis. On voit pour la rentrée par exemple, avec des images où il faut envoyer de l'argent pour la rentrée, après pour la famille, des choses comme ça. Est-ce que quelque part, les États en fait n'arrivent pas eux-mêmes déjà, en fait, avec une stratégie par rapport à ces grosses sociétés de transfert d'argent qui quasiment tiennent une bonne partie de l'économie locale? Absolument. Les États n'arrivent pas encore à capter cette manne financière donc, qui transite par ces sociétés de transfert de fonds et qui ne sont pas, pour la plupart, des sociétés locales. C'est souvent des sociétés qui viennent donc des grosses multinationales. Des grandes multinationales et donc qui ont des filiales par-ci par-là. Et cette somme d'argent, moyennant évidemment une commission, et cette commission ne revient même pas à l'État. Donc l'État ne touche rien, ne touche pas grand-chose dessus. L'État ne touche rien, Emmanuel Okamba, et pourtant les flux sont quand même très très importants. Comment ça se passe la répartition en fait en termes de projet? C'est-à-dire quand les gens envoient cet argent, on a bien vu que c'est pour l'immédiateté, c'est une chose. Mais quand on veut se projeter, on investit dans quoi? Alors, on investit généralement dans l'agriculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour... En termes de pourcentage par rapport à toute cette masse, ça donne quoi? À peu près 71% donc, de ceux qui investissent, c'est dans l'agriculture. Ensuite, dans l'immobilier. Et puis, dans le commerce, dans les services. Et... le reste, c'est dans autre chose, c'est-à-dire des investissements, par exemple dans les nouvelles technologies, dans des choses comme ça. Bon, donc, en fait, le problème de cette manne financière, c'est qu'elle échappe complètement au circuit financier du pays. Même si c'est de l'argent qui vient augmenter la consommation dans le pays, mais cet argent échappe complètement
donc, au système bancaire du pays. Et l'idée, c'est que les États s'organisent pour mieux capter cette manne financière et mieux l'orienter. Vous l'orienterez comment? Alors, quand vous voyez Emmanuel Lokamba, des hommes et des femmes qui aujourd'hui envoient de l'argent, des hommes et des femmes qui aujourd'hui se disent que là-bas, il faut résoudre le problème. Alors, comment on gère ça en fait au niveau de ces transferts des fonds entre les pays qui accueillent et les pays d'Afrique qui reçoivent? Finalement, quel est le pays où on envoie le plus d'argent ou dans quelle zone géographique qui fait que l'Afrique reçoit énormément d'argent en ce moment? Alors, les pays émetteurs, donc là où se trouvent les migrants africains, les pays qui envoient le plus, les zones, on peut dire, c'est d'abord la zone Europe, avec 41% d'envoi. Alors, pourtant, l'Europe ne reçoit que près de 9% en fait. Oui. D'immigrés, mais qui contribuent en fait le plus. Voilà. Tout simplement, bon, ça s'explique par l'histoire, c'est-à-dire que les migrants vont en général dans les anciennes colonies, les anciennes métropoles. Enfin, oui, les anciennes métropoles, c'est voilà. Oui, donc, ils viennent dans les anciennes métropoles et que ces anciennes métropoles se situent dans l'Europe. Oui. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les Pays-Bas, l'Italie, etc. Et ensuite, il y a les États-Unis. Alors, les États-Unis, nous avons des chiffres tout à l'heure, ne reçoivent que 5%, voilà. Avec une contribution quasiment de 28% en fait, par rapport à toute cette masse qui arrive dans les pays d'origine. Le pouvoir d'achat en dollars donc, est assez élevé, donc ils peuvent contribuer plus. Et puis, il y a l'Afrique. Donc, Interafrique, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est 20%. 20% de transferts viennent du continent même. Alors, du continent, comment ça se repartit? Parce que c'est quand même intriguant. Quand on voit l'Europe, on peut se dire, bon, on imagine les pays les plus riches qui contribuent, les États-Unis, c'est une chose, mais quand on voit l'Afrique, on se dit quand même que tout le monde n'est pas, je dirais, dans les meilleures conditions pour aider l'autre. Comment ça se passe en fait? Alors, quelles sont les zones géographiques au niveau de l'Afrique qui contribuent un peu plus? Le plus. Alors, terminons d'abord les pays émetteurs. Donc, on a les pays du Golfe qui envoient 9%. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais là-bas aussi, il y a un pouvoir d'achat assez important. Et puis le reste, 2% qui proviennent probablement. Donc dans le reste, on a un peu d'Asie, un peu d'Amérique latine, un peu... Voilà. Alors, au niveau Afrique, même inter-Afrique, si on peut poser la chose de cette manière, les pays qui émettent le plus, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud, Emmanuel Lokamba? Pourtant, c'est quand même que ce pays a été sous le régime d'apartheid avec une population noire qui est très très pauvre. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui explique en fait qu'il y ait beaucoup d'argent qui part d'Afrique du Sud vers les autres pays? Parce que c'est le pays le plus développé de l'Afrique, tout simplement. Donc c'est le pays qui accueille le plus d'immigrés africains. Ok. Alors, donc, il y a l'Afrique du Sud. Au temps où la Libye était encore un pays en paix, eh bien, le deuxième pays, c'était la Libye. Après, c'est l'Angola, l'Ouganda, le Gabon et l'Égypte. Après, suivent tous les autres pays. Alors, allez-y. Après viennent donc les pays comme le Sénégal, la Zambie, le Botswana, la Guinée, le Nigeria, le Cameroun et les autres. Alors, parmi les pays émetteurs interafricains, Emmanuel Lokamba, on est quand même en droit de constater que l'Afrique centrale constitue aussi, avec au moins 3 pays, je dirais dans les 20 premiers ou dans les 15 premiers, vous avez le Gabon, la RDC et le Cameroun. Oui. Qui eux aussi accueillent beaucoup d'immigrés qui viennent notamment de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, donc qui font les transferts vers leur pays d'origine. Donc ça signifie qu'en fait là, on est quand même dans un schéma un peu bizarre en fait. Ce sont ces pays-là qui accueillent les immigrés, qui eux renvoient en fait l'argent vers les pays d'origine. Voilà. Donc qui échappent aussi, c'est toujours pareil, en fait, le schéma reste toujours le même. Le schéma est toujours le même. Donc, et cette masse d'argent n'est pas aussi contrôlée par le pays hôte africain,
ne le contrôle pas. Et qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas de contrôle d'Emmanuel Okamba alors qu'on sent quand même qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à cet argent? Pourquoi il n'arrive pas à contrôler cet argent? Parce qu'il n'y a pas une taxe dessus. Parce que c'est pour qu'on puisse contrôler ça, il faut qu'il y ait une taxe. Et comme il n'y a pas de taxe, donc l'argent sort. Bon, la taxe qu'on va payer, c'est peut-être à la TVA et puis une petite commission, vous voyez. En réalité, il devrait y avoir une taxe et donc sur le transfert assez conséquente pour éviter donc la fuite de ces capitaux et donc qui pose un problème de change à un moment donné pour les États. Alors, problème de change pour les États, Emmanuel Okamba, restons toujours dans les pays émetteurs. On se rend bien compte que finalement, quand vous partez de l'Afrique centrale vers l'Afrique de l'Ouest, on voit quand même que là aussi, en termes de proportion, il y a des populations qui en bénéficient un peu plus partant de l'Afrique centrale que par rapport à ceux qui partent de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique centrale. Oui, alors en termes de région, la région qui reçoit le plus, c'est l'Afrique du Nord. Donc le Maghreb. Le Maghreb avec 48%, 31% l'Afrique de l'Ouest, donc avec le Sénégal, le Mali, la Mauritanie et les autres. Suivi de l'Afrique de l'Est. L'Afrique centrale, c'est juste 1%. Vous voyez, c'est pas grand-chose au niveau de l'Afrique centrale. Ça veut dire qu'au niveau de l'Afrique centrale, la population est plus ou moins riche ou non, elle ne bouge pas trop. Oui. Elle ne bouge pas trop par rapport au flux. Et l'Afrique australe, 8%, et l'océan Indien, 1%, comme l'Afrique centrale. Donc, vous voyez, donc, en termes de régions, il y a deux régions essentielles, c'est l'Afrique qui capte en fait, voilà, qui capte le maximum donc, de transfert. Alors, maintenant, quand on regarde les pays qui captent le plus aujourd'hui, donc les statistiques sont de 2016, c'est le Nigeria. Qui arrive en premier. Qui arrive en premier avec 19 milliards de dollars. Vous voyez, suivi de l'Égypte, 17 milliards, suivi du Maroc, 7 milliards, l'Algérie, 2 comme le Sénégal, 2 comme le Ghana, 2 également milliards comme... non, 1,8 pardon, comme la Tunisie. Et ensuite, eh bien, ça... Alors, Emmanuel Okamba, quand on voit ces chiffres, on peut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, on constate qu'en Afrique centrale, on reçoit très très peu, mais sauf qu'il y a quand même énormément d'argent qui sort de l'Afrique centrale vers les autres pays, tandis que cette région de l'Afrique reçoit très très peu d'argent venant de l'extérieur parce que peut-être aussi c'est une région qui est très riche dès le départ. Donc les gens n'ont peut-être pas tendance à partir naturellement, tel qu'on peut le constater en Afrique de l'Ouest, qui est une région désertique avec peu de matières premières pour maintenir les populations sur place. Voilà. Donc en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de commerçants donc, qui émigrent et qui renvoient donc des fonds dans leur pays d'origine. Dans les pays qui ont des ressources pétrolières comme le pays de l'Afrique centrale, il y a très peu de mouvements. Alors le Nigeria quand même, c'est quand même un pays pétrolier, oui, mais qui a aussi cette tradition de population qui bouge. D'accord. Voilà. Et ce qui fait que le Nigeria est en tête en termes de bénéfices. Pourquoi on ne retrouve pas la RDC? En fait, la RDC, si on voit en termes de population, c'est quand même, je pense, le deuxième pays le plus peuplé au niveau de l'Afrique. Oui. Alors, la RDC, en fait, les fonds transférés ne sont pas aussi importants. Ils envoient, mais pas suffisamment pour pouvoir égaler, par exemple, le Nigeria. Donc, le Nigeria, bon, c'est le grand pays le plus peuplé d'Afrique. Bon, la RDC, c'est aussi un grand pays, mais oui, contrairement au Nigeria, il y a moins de population qui vont dans le pays. Proportionnellement, alors que la tradition veut que partout où on aille sur la planète, il y a toujours un ressortissant de la RDC. Oui, alors on peut voir quand même quelques chiffres. Si on prend les chiffres de 2015, vous voyez l'Afrique du Sud, le nombre donc de personnes qui partent, en fait il y a trois grands pays. Il y a l'Afrique du Sud avec 3 millions de migrants qui partent chaque année. La Côte d'Ivoire avec 2 175 000 donc qui partent, suivi du Nigeria. Voilà les trois grands pôles. Bon, il y a même l'Éthiopie aussi qui envoie 1 million. Le Kenya.
Donc la RDC, vous voyez, contrairement, n'a que 392 976 personnes qui partent. Donc par année, la RDC, malgré le chiffre aussi important, voilà, il y a peu de gens qui partent. Il y a peu de gens qui partent. Comparé en fait à l'Afrique du Sud, qui a une population moindre que la RDC, oui, mais avec plus de 3 millions de personnes qui partent. Par rapport à la Côte d'Ivoire aussi, en fait, c'est un peu surprenant de voir autant de personnes qui partent de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas surprenant qu'on puisse les retrouver du côté de la Libye par rapport à ce qu'on a vu dernièrement au niveau des... Ce n'est pas forcément des raisons économiques, mais c'est aussi tout ce qu'il y a. Oui, il y a aussi une tradition donc, de commerçants, de personnes qui bougent, mais aussi les événements politiques qu'il y a eu avec les élections présidentielles, les conflits politiques entre Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Mais les conflits politiques, il n'y en a pas que là, Emmanuel Lokamba, vous en avez aussi en Afrique centrale, vous en avez au Gabon encore, qui est sous crise aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, vous avez la RCA, vous avez le Cameroun aussi, la partie nord, vous avez la RDC, donc finalement les gens restent en fait. Les gens restent, ils émigrent malgré tout. Ceux qui partent, déjà il faut avoir les moyens pour partir. Oui. Est-ce que peut-être parce qu'on est loin des routes d'immigration traditionnelles? Il y a aussi ce problème donc, de communication, de voie de communication, oui, parce que ceux qui sont dans les zones désertiques, bon, le désert, donc on peut se déplacer plus facilement que dans les forêts équatoriales, par exemple. Dans les grandes forêts équatoriales, l'Afrique centrale, c'est plus compliqué. Et il y a moins de voies de communication. Donc, si on veut prendre la pirogue pour partir de Brazzaville pour aller jusqu'au Centrafrique, à Bangui, bon, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. C'est un vrai périple. Voilà, c'est un périple. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous suivez cette émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui, le live du samedi avec Emmanuel Lokamba, qui a publié il y a quelques jours, le 1er décembre précisément, une tribune dans les dépêches de Brazzaville sur la contribution de la diaspora au développement de l'Afrique. Alors, Emmanuel Lokamba, finalement, quand on prend tous ces chiffres, on se dit, cette contribution, elle sert à gérer les problèmes du quotidien. Les pays continuent à sombrer, en fait, permettez dans leur misère, puisque ça ne décolle pas. Est-ce qu'il faut changer de paradigme? Est-ce qu'il faut changer l'approche des choses? Comment les diasporas, elles-mêmes déjà des pays d'origine, peuvent mieux orienter, en fait, cette manne qui repart vers le pays? Le problème de l'Afrique, c'est que ceux qui partent, en fait, pour la plupart, ce sont ceux qui sont les mieux formés. C'est donc une fuite de cerveau. Donc, l'Afrique perd en industrie, c'est qu'elle ne peut pas gagner en termes de transfert de fonds. Donc, c'est pour ça que l'immigration, quand elle est mal gérée, eh bien fait que le pays perd ses cerveaux. L'Afrique perd 70 000 cadres formés de l'enseignement supérieur par an. C'est énorme. Et ces personnes vont donc dans le monde entier et ne reviennent plus. Le taux de retour est très très faible. Donc une fois sortis de l'Afrique, ces personnes donc bénéficient évidemment, réactualisent leurs connaissances, s'adaptent donc aux nouvelles technologies, à l'environnement dans lequel elles se trouvent. Et puis pour repartir vers le pays d'origine, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que le pays d'origine ne peut pas donner les mêmes conditions de vie que dans le pays d'origine. Que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes d'emploi, même de contenu d'emploi, la qualité même de l'emploi, et pour ne pas parler de l'emploi lui-même. Vous voyez, par exemple, des médecins qui viennent, qui se spécialisent, ils sont pointus dans leur domaine, et bien quand ils repartent, ils veulent repartir en Afrique, et les hôpitaux n'ont pas de structure pour les accueillir. Vous voyez? Et donc c'est un frein. Même quand il y a des structures, ça pose le problème de salaire. Combien il va être payé? Est-ce qu'il sera payé comme en Occident ou bien est-ce qu'il sera payé comme les autres médecins qui sont restés au pays d'origine? Et donc le problème, ce n'est pas de gagner l'argent sur les transferts. Le problème de l'Afrique, c'est de garder ses cerveaux. Envoyer les migrants se former à l'étranger, c'est très bien, mais il faut que ces migrants reviennent pour développer l'Afrique.
Or, le problème de l'Afrique, c'est que c'est géré de manière politique, de telle façon à ce que ceux qui partent, eh ben, c'est un bon débarras. On s'en débarrasse, Oui, oui. peu importe ce qu'ils deviennent dans le pays où ils vont, mais on s'en est débarrassé. Donc ça crée un véritable problème politique. Alors, un problème politique, est-ce que c'est pour cela que ceux qui sont à l'étranger se saisissent en fait de plus en plus des problèmes politiques locaux pour peser dessus? Absolument. Ceux qui sont à l'étranger trouvent le fait d'être à l'étranger, d'être en retrait, d'être un peu éloigné des problèmes quotidiens du pays d'origine, ont le temps de réfléchir, de voir ce qui marche, okay, ce qui ne marche pas, et donc de faire des propositions. Et d'ailleurs, certains pays hôtes proposent des moyens pour retourner dans le pays d'origine. Donc, sous forme d'aide, l'aide qui est accordée pour aller faire des formations dans le pays, oui. Parfois un pécule qui est donné, une somme d'argent, pour que les personnes puissent retourner dans le pays. Donc, le vrai problème des pays d'Afrique aujourd'hui, c'est de capter cette diaspora formée pour qu'elle revienne en Afrique, qu'elle trouve les conditions de travail, les conditions d'expression à la fois professionnelle, d'expression politique, oui. D'expression sociale, et pour qu'elle s'insère et contribue véritablement au développement de l'Afrique. Donc le développement, ce n'est pas seulement l'argent qu'on envoie aux parents pour résoudre les problèmes privés, on peut appeler ça de l'épargne privée tout simplement, mais le problème c'est l'épargne je dirais publique, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoirs que cette diaspora a, que le pays doit capitaliser, que le pays doit rentabiliser pour son développement. Savoir à capitaliser, savoir à rentabiliser, Emmanuel Lokamba, je rappelle, donc vous suivez en fait cette émission, Tribune Libre Emmanuel Lokamba, une émission spéciale pour laquelle vous pouvez participer, poser vos questions, vous contribuer. Emmanuel Lokamba, quand on entend tout ça, on voit en même temps la réalité, on se dit finalement comment s'en sortir un temps, parce que on a aussi l'impression, pas seulement l'impression, mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, les gens qui partent par leurs propres moyens. Ce sont des gens parfois dans ces pays d'origine qui n'ont pas l'assistance nécessaire des États, dans des pays où ils immigrent, qui n'ont pas l'assistance nécessaire des États et qui, à la fin, quel intérêt auront-ils de repartir dans le pays d'origine alors que ce qu'ils sont devenus, ces hommes et ces femmes, c'est par leur propre force. On a bien vu la réalité aujourd'hui en Libye. Il a fallu d'abord que nous voyions ces images pour que les États puissent se ressaisir pour aller chercher ces gens, alors que tout le monde savait, comme on le dit aujourd'hui, mais les États ne bougeaient pas. Oui, alors, le problème des États qui finissent par bouger, parce que les médias en parlent, parce que les migrants qui ont été interviewés disent de quel pays qu'ils sont et que finalement, ça finit donc par émouvoir. Une honte nationale aussi. Une honte. Oui. Donc, on organise des charters pour aller récupérer ces pauvres migrants et les sortir de l'esclavage. C'est abominable. Donc, ce sont des problèmes que les États doivent anticiper. Parce qu'en fait, ceux qui partent, ce sont des jeunes. Donc, les forces, ceux qui sont encore en âge de produire, ce ne sont pas des vieux qui partent. Ce sont des personnes jeunes qui ont envie de travailler et qui ne trouvent rien. C'est donc un désespoir. Donc, pour les États, c'est réorganiser donc les États pour que des activités puissent être dégagées pour occuper donc cette jeunesse qui a besoin de travailler et qui ne trouve pas de travail. Il y en a qui sont formés parmi ces personnes. Il y en a qui ont même des baccalauréats, il y en a qui ont même des licences. Vous voyez des gens comme ça qui partent en aventure et qui vont mourir dans le désert ou qui vont être achetés et rentrer dans le trafic donc, de la traite des Noirs. Vous voyez, donc ils rappellent les vieux souvenirs donc, du XIVe siècle, etc. Donc tout ça, les États doivent prendre conscience de la valeur de l'homme. L'homme, c'est une ressource. Et cette ressource, il faut l'entretenir.
Il faut l'entretenir, il faut la former, il faut l'utiliser, il faut la rentabiliser. Donc l'homme n'est pas seulement une charge pour l'État, mais l'homme est aussi une ressource. Donc si l'État ne met pas les moyens nécessaires pour rentabiliser cette ressource, eh bien, évidemment c'est une ressource qui sera perdue. Une ressource perdue, Emmanuel Okamba. Quelles sont les portes d'entrée en fait? C'est vrai qu'on a parlé un peu de tout. Pour revenir en fait à cette diaspora qui se constitue dans le pays de départ, quelles sont les portes d'entrée officiellement aujourd'hui qui sont... De l'immigration. Alors l'immigration officielle, il n'y a pas de problème, donc ce sont les portes classiques. Le problème c'est l'immigration clandestine, donc les fameuses portes. Donc vous avez des personnes donc, qui rentrent, qui partent d'abord de l'Afrique de l'Ouest, hein, qui passent par les îles Canaries, par exemple, les îles Canaries, pour après atteindre l'Europe via l'Espagne, par exemple. Là, on a les pays comme la Guinée, comme la Gambie, comme le Maroc, vous voyez, qui passent par cette porte. Et puis on a les pays donc, de la route ou le canal, l'ouest méditerranéen, essentiellement l'Espagne. Donc, ils passent directement par l'Espagne au lieu de passer par les îles. Donc là, c'est la Syrie, la Guinée, la Côte d'Ivoire. On retrouve donc ces pays. Et puis, on a la Méditerranée centrale, c'est-à-dire l'Italie. C'est souvent l'Érythrée, le Nigeria, et puis tous les autres pays. Donc, c'est à travers ces trois portes, oui, que les Africains irréguliers, parce que les Africains réguliers ne passent pas par là. D'accord. Alors, d'ailleurs, dans ces mouvements migratoires irréguliers, ben, c'est essentiellement les Nigérians, les Érythréens et les Guinéens, les populations les plus importantes. Bon, on peut aussi dire un mot sur les passeurs, puisqu'on en a parlé. Oui. Ceux qui sont... Parce qu'on a vu, par exemple, au dernier sommet UA Union européenne, on a ciblé, il va y avoir une action particulière par rapport aux passeurs. Oui, parce que l'Union européenne fait un certain nombre d'efforts, n'est-ce pas? Bon, pas toujours mieux orientés. Bon, disons d'abord en ce qui concerne les passeurs. Sur les 8000 migrants, par exemple, interrogés en Italie en 2016, vous voyez, leur origine, ceux qui sont donc passeurs, ceux auprès de qui les immigrants versent au moins 1000 euros pour pouvoir traverser, pour pouvoir suivre donc la voie migratoire, eh bien, 31,7% ce sont des Égyptiens, 21% des Tunisiens, 9% de Sénégalais, 8% de Gambiens, 5% environ des Syriens, 4% des Érythréens, environ 4% de Marocains, 3% environ de Nigérians. Les Libyens ne sont que à peine 3%. Et puis le reste, c'est-à-dire les 12,84%, ce sont les autres pays. Donc on voit que majoritairement, ce sont les pays, donc, ce sont les côtes méditerranéennes en fait. Hein, voilà, l'Égypte, la Tunisie, et le Sénégal et la Gambie. Alors, par rapport à ces pays, Emmanuel Okamba, aujourd'hui, en fait, on voit bien que le problème a été pris en compte. On a vu aussi que les autorités réunies à Abidjan il y a quelques jours se sont dit il faut mettre en place quelque chose. Alors, quand on se rend bien compte que finalement certains pays peut-être ferment les yeux en laissant ces enfants partir, en termes de PIB, quels sont les pays aujourd'hui qui dépendent en fait? Parce que finalement, quand on envoie autant d'hommes et de femmes, c'est que quelque part, le pays peut fermer les yeux et a un réel intérêt. En termes de PIB, quelle est la contribution? Quels sont les pays qui en reçoivent le plus en fait? Alors, les pays qui reçoivent le plus d'aide et qui sont d'ailleurs dépendants, totalement dépendants de l'aide, il y en a à peu près 5. Il y a le Lesotho, par exemple. Mais on parle très peu du Lesotho. Oui, il y a les Comores, le Togo, le Nigeria, le Sénégal, voyez, qui sont donc, ça c'était en 2007.
En 2015, c'est le Libéria, la Gambie, les Comores, les Lesotho encore une fois et le Sénégal. Donc on voit que les pays comme les Lesotho sont vraiment dépendants de cet transfert. Le Sénégal également, voyez, en pourcentage du PIB, par exemple pour le Sénégal, c'était 11% du PIB en 2007 et en 2015, c'est 14%. Alors, mais on voit quand même aussi le Nigeria, en fait, qui a pourtant toutes les richesses nécessaires pour oui, ce pays dépendant de ces transferts. Alors, parce que l'argent du pétrole, comme vous le savez, ne sert pas à toute la population. L'argent de la population, du pétrole, sert à une certaine mafia, et le reste de la population est complètement en dehors de ces mouvements de fonds pétroliers. Donc, ce qui explique que 11%, là aussi du PIB du Nigeria, est couvert par ces transferts. Ça, c'était en 2007. Et en 2015, eh bien, ça a considérablement baissé, aux environs de 5%. Si on prend le pays comme les Comores, 16% en 2007 et 20% en 2015. Vous voyez, donc, c'est quand même assez lourd. Ces transferts. Des transferts assez lourds, Emmanuel Lokamba. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que vous nous suivez, vous êtes sur Zana TV, c'est le live du samedi avec un invité, Emmanuel Lokamba, avec un thème bien sûr lié à la publication d'une tribune à Dépêche de Brazzaville, c'est la contribution de la diaspora au développement de l'Afrique. Alors Emmanuel Lokamba, on arrive vers la fin de cet entretien. Quelles sont les conclusions ou encore les orientations que vous voyez aujourd'hui pour permettre de mieux, je dirais, orienter en fait cette aide? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des pays, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont dépendants. Il y en a d'autres qui s'en sortent plus ou moins. Il y a des zones géographiques qui ont besoin en fait de cet argent des migrants. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? D'abord, bon, ces transferts sont là. Il faut donc que les États s'organisent pour mieux les orienter. Enfin, mais dire pour en faire une sorte d'épargne, oui. Comme font déjà certains pays. Cette manne aussi, qu'on a par exemple, la BAD a mis en place, par exemple, un fonds qui permet aux migrants d'investir dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, la BAD accorde des prêts à certains migrants qui veulent évidemment investir dans leur pays et ces migrants donc vont rembourser petit à petit. Donc l'idée c'est de mieux capter cette manne, qu'elle ne sert pas seulement à l'épargne privée. Et ça, c'est une solution que l'on peut dire provisoire. Mais la solution, la véritable solution, c'est que l'Afrique garde ses cerveaux, conserve ses cerveaux. Donc, si l'Afrique perd ses cerveaux, qui va développer l'Afrique? C'est donc au niveau des politiques de développement des différents États, l'immigration doit être un élément qui fait l'objet d'une réflexion approfondie, de façon à ce que ces fonds, en tout cas l'immigration, deviennent un des leviers du développement. Un des leviers. C'est-à-dire un outil qui aide le pays à se développer. Mais, par contre, l'immigration ne doit pas être un moyen pour se débarrasser de la population. Et pourtant, c'est la triste réalité. Malheureusement, car en fait, le pays d'Afrique, et d'ailleurs, comme dans d'autres pays du monde, le développement, c'est d'abord une affaire de cerveau. C'est d'abord une affaire des hommes. Donc, si la population la plus formée quitte le pays pour aller ailleurs, le pays s'appauvrit. Et ce ne sont pas les transferts de fonds qui vont remplacer ces cerveaux. Oui. Et c'est donc cette réflexion qu'il va falloir coordonner de façon à ce que dans l'immédiat, les transferts de fonds, évidemment, vont servir à traiter les problèmes urgents.
Mais le vrai problème, c'est que les pays d'origine s'organisent le mieux possible pour favoriser le retour de cette diaspora. Emmanuel Okamba, on garde toujours le meilleur pour la fin. Dans tout votre discours, je n'ai pas entendu, ou sinon très peu, le Mali. Or, quand on parle d'immigration, notamment ici en France, la première communauté qui est ciblée, c'est d'abord la communauté malienne. Et très souvent, par rapport aux diasporas d'Afrique centrale, quand on voit l'activité ou les actions qui sont menées en fait, par la diaspora malienne, on dit toujours qu'elle est aujourd'hui la mieux préparée et la mieux structurée, que ce soit ici ou là-bas, pour rentabiliser en fait cette manne qui part. Pourquoi, dans tout ce que vous avez dit, le Mali apparaît très peu? Alors, le Mali apparaît très peu parce que il y a des transferts de fonds, c'est vrai, mais c'est pas comme ça que les Maliens agissent dans leur démarche. Les Maliens vont construire des écoles. C'est-à-dire que les fonds collectent les fonds ici, ils amènent ces fonds dans leur pays, dans leur village, ils construisent l'école, ils font un puits d'eau qui sera donc un puits public, l'école publique, ils font un hôpital, et puis ils payent l'infirmier, ils payent l'enseignant, ils payent la personne qui se substitue à l'État complètement. Ils se substituent à l'État. Donc ces transferts, en dehors évidemment de l'Ouest, finalement bien orientés, sont bien orientés, vont directement aux actions de développement. Il y a aussi des maisons, on construit des maisons sous forme de tontine, donc on construit la maison de X personnes, et puis après demain on construit une autre, mais tout ça c'est financé par une espèce de tontine entre les migrants. Et là, les actions sont concrètes, c'est-à-dire c'est pas seulement la consommation des individus en tant que tel, mais il y a un investissement public. Contrairement à l'épargne privée que vous évoquiez tout à l'heure, voilà, par rapport à d'autres régions. Voilà. Et ça, ça ne sort pas encore dans les statistiques. Oui. Donc on pense que... Mais pourquoi ça ne sort pas? Parce que pourtant, on a besoin aujourd'hui d'avoir de l'orientation. Donc ça signifie, par exemple, quand on fait des comparaisons entre diaspora, c'est bien normal que les Maliens soient en premier, en fait. Même si dans les statistiques officielles, cela n'apparaît pas. Oui. Ça n'apparaît pas encore dans les études de l'OCDE, qui nous ont servi ici pour... faire cette analyse. Ça n'apparaît pas non plus dans les études de la Banque mondiale. Ça n'apparaît pas non plus dans les études de l'OMI, donc l'Organisation internationale des migrations. Alors, mais je pense que le cas du Mali est un cas très sérieux, qui mérite une étude approfondie de la manière dont les populations immigrées maliennes s'organisent donc pour porter directement les actions dans les villages et se substituer à l'État. Ce que l'État n'est pas capable de faire, eh bien, ces populations le font directement. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Ce qui n'est pas le cas en Afrique centrale, par exemple, où l'argent sert uniquement à la consommation. Un peu à l'investissement pour une maison, avoir une maison, un bus, quelque chose comme ça. Voilà. Mais là-bas, c'est plus vraiment les actions communautaires. Voilà. Donc, si bien sûr, on va peut-être être un peu plus trivial. Donc, quand les gens disent, bon, la diaspora congolaise, il ne faut absolument rien comparer à la diaspora malienne, quelque part, on n'a pas tort. Quelque part, on n'a pas tort parce que la diaspora congolaise reste dans l'épargne privée, alors que la diaspora malienne est plus dans l'épargne collective. Alors, vous avez une première interpellation, Emmanuel Okamba. Donc, c'est M. Ikia Guillaume Kouka qui pose la question suivante. Pourquoi un pays comme le Congo, puisqu'on est en Afrique centrale, n'a pas encore compris l'importance de sa diaspora? Très peu d'initiatives sont prises par les autorités pour les impliquer à la marche du pays. Ils n'ont pas le droit de vote, pas de représentants à l'Assemblée ou au Sénat. Pourquoi le Congo méprise-t-il autant sa diaspora? Alors, si on se réfère un peu à l'histoire de la diaspora congolaise en France, avant les élections qui ont conduit donc le président Lissouba au pouvoir, la diaspora votait à toutes les élections. Bien. Malheureusement, les problèmes donc de la conférence nationale et l'organisation qui devait être mise en place en 92 n'a pas permis
Cette diaspora de s'organiser et donc de pour voter. Et c'est rentré dans les mœurs, donc... la diaspora ne vote plus. Voilà. Mais la nouvelle constitution oblige l'État à faire voter la diaspora. C'est écrit noir sur blanc. Alors, pourquoi l'État ne fait pas d'efforts pour attirer cette diaspora pour qu'elle puisse participer le mieux possible? Il y a des efforts qui sont faits quand même. Il y a des efforts qui sont faits, malheureusement pas suffisantes, pour que cette diaspora soit intégrée dans le plan de développement du pays. Alors on peut citer des exemples. Bon, il y a quelques médecins qui font des missions, qui font des opérations, qui font des consultations très pointues sur le maladie cardiovasculaire, bon, sur telle ou telle spécialité, sur l'ophtalmologie, qui font des opérations, mais ponctuelles, payées par la coopération française par exemple, parce que bon, le pays n'est pas aujourd'hui à mesure de donner à cette diaspora, si je reste toujours dans le domaine par exemple médical, les moyens nécessaires, les plateaux techniques nécessaires pour qu'elle puisse travailler, et en dehors du plateau, aussi les revenus nécessaires, les conditions matérielles pour que cette diaspora puisse quitter la France, son confort et retourner au pays. Donc il y a toute cette culture qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, il fut un moment, le président de la République était venu en France et avait demandé aux Congolais C'était en février 2012. Oui, de rentrer parce que le pays eh bien, était engagé dans la voie de l'émergence. Bon, aujourd'hui, ce processus donc, de retour est un peu freiné par la situation que nous connaissons aujourd'hui, la baisse du prix du pétrole, difficultés financières. Guillaume Bouka parle de mépris, Emmanuel Okamba. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous qui êtes ici quand même depuis plusieurs années, cette tradition plus ou moins contestataire, en fait, quel que soit le pouvoir, les pouvoirs à Brazzaville, cette tradition contestataire politique, parce qu'on voit que la diaspora congolaise, s'il utilise le mépris ou encore les différences, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une contestation politique qui est très très forte, notamment sur cette diaspora qui est installée à Paris. Si vous prenez les membres du gouvernement aujourd'hui, vous allez trouver les anciens membres de cette diaspora contestataire. Donc ça veut dire que bon, ils ne sont pas forcément contestataires, parce que vous avez une jeunesse qui a besoin, qui a envie de participer, et qui va dénoncer un certain nombre de choses, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un mépris. Non. Mais chaque chose a son temps, chaque génération a son temps. Si on compte dans le ministre, on va trouver des personnes qui ont vécu un certain nombre d'années en France et qui sont retournées parce que bon, ben, le pays a eu besoin de ces personnes et puis elles sont retournées. Donc le mépris, bon, c'est un peu fort quand même. Oui. Bon, mais je peux comprendre ce compatriote qui a peut-être envie de rentrer et qui ne trouve pas les moyens nécessaires. Mais dites-vous bien que la diaspora congolaise n'est pas indifférente à ce qui se passe au pays. La diaspora n'est pas indifférente, Emmanuel Okamba. Vous avez sur votre ordinateur une étude qui est très très bien, qui pourra peut-être donner des éléments à nos compatriotes pour bien comprendre. C'est une étude de comparaison entre des raisons du retour entre le Sénégal et le Congo, organisée en fait par les ministères des Affaires étrangères. Alors, est-ce que vous me donnez aujourd'hui quelles sont les raisons qui font qu'un Congolais puisse rentrer par rapport à un Sénégalais? Une étude intéressante donc, qui a été faite. Alors, c'est que les raisons ne sont pas les mêmes pour que un membre de la diaspora qui est dans son confort en France ou en Belgique ou en Hollande décide de partir, ce n'est pas une mince affaire. Alors, d'abord, pour les Sénégalais, c'est des raisons familiales. Du fait qu'il rentre. Les Sénégalais, quand il veut rentrer, voilà. C'est d'abord parce qu'il y a la famille. La famille, il y a maman, il y a papa, il y a madame. Donc 34%, c'est la raison familiale. Alors que pour le Congolais, c'est des raisons professionnelles. Oui. Il ne rentre que s'il a une opportunité professionnelle pour y aller. Donc on voit quand même 44% des Congolais veulent y rentrer parce qu'il y a une opportunité professionnelle. Absolument. S'il n'y a rien, ils ne rentreront pas. Il ne va pas rentrer. Alors qu'on voit, par exemple, chez les Sénégalais, il ne fait que 15% vouloir rentrer pour des raisons professionnelles. Il privilégie d'abord la famille au job. Tandis que le Congolais, c'est d'abord le travail, son confort, avant
je dirais la famille. Voilà. C'est quand même contradictoire pour des pays où on dit que la famille a toute sa place, et d'abord la famille, Emmanuel Okamba. La Par famille. rapport à la sociologie, quand on nous décrit la sociologie africaine, c'est d'abord la famille. Il y en a même qui disent qu'il aide mieux sa famille en étant à l'étranger parce qu'il envoie l'argent, etc. Que d'être sur place. Que d'être sur place. S'il n'a pas un travail nécessaire pour pouvoir, évidemment, en étant sur place, pour subvenir aux besoins de la famille. Il peut faire même rester à l'étranger, et quitte à envoyer de faire des transferts pour essayer d'aider la famille. Bon, on voit quand même que c'est deux cultures complètement différentes. Complètement différentes. Voilà. Donc, c'est ce qui explique pourquoi notre compatriote parle de contestation, parce qu'il veut retourner pour travailler, pour montrer qu'il a appris un métier, qu'il est devenu un expert, qu'il a envie de rendre au pays ce que le pays lui a donné pendant toute sa période de formation. D'accord. Il ne retourne pas tout simplement parce que... il a envie de voir les parents, parce qu'il va apporter déjà au pays, et à partir de cet apport, aider la famille. Voilà. Je pense que c'est dans le sens contraire. Voilà. Mais on voit aussi les questions des études. Alors, les Congolais, dit-on, étudient énormément. Oui. Et par rapport au retour? Alors, par rapport aux études, c'est-à-dire que les Congolais, ceux qui terminent les études, quand ils ont terminé les études, en ce moment-là, ils se posent la question, est-ce que je retourne ou bien est-ce que je reste? Si je trouve une opportunité dans le pays où je suis, ben, je reste. Mais en général, 25% décident de partir au moment où ils ont fini leur étude. Par rapport aux Sénégalais, à ce moment-là, et par on voit quand même que finalement les Congolais veulent rentrer quand ils ont un job, quand ils ont fini leurs études, et qu'il y a une opportunité, mais ils rentrent. Voilà. Et sinon, ils ne rentrent pas. Donc on voit que toujours cette idée de la profession, du métier. On rentre, on retourne au pays parce qu'on est venu apprendre un métier et on va aller rendre au pays. On va rendre service au pays et à la famille. Vous voyez? Donc c'est une autre philosophie. Alors que nos frères du Sénégal, c'est pas forcément ça. C'est la famille qui va dicter tout le comportement, d'après l'étude. Bien sûr. Non, souvent, la question du problème des papiers se pose quand même. 11% des Sénégalais veulent rentrer parce qu'ils ont des problèmes de papiers. C'est-à-dire que les Congolais ne sont que 3%. C'est-à-dire qu'il va rester le plus longtemps possible, peut-être en situation irrégulière, quitte à ce qu'il puisse trouver quelque chose. Voilà, jusqu'à user de toutes les possibilités administratives qui existent pour essayer. Bon, tout ça pour éviter la misère, parce que s'il rentre, il est au chômage. Et là, vous avez fait les études en France, la famille a investi pendant des années, vous avez fini vos études, vous retournez à la charge de la famille. Il y a un problème. Et donc, ce qui fait que le taux de retour est très très faible. Voilà. Tant que le Congolais n'a pas un emploi fixe et rémunérateur, il ne retourne pas. Donc, et il préfère même errer dans toute l'Europe que de rentrer et d'aller être au service de la famille. Ce que nos frères du Sénégal se poseraient pas ces questions. Parce qu'il va peut-être faire son commerce, il va peut-être réintégrer son réseau familial et puis tout à fait. Voilà. Donc, avec toutes les confréries, un peu tous ces éléments qui existent là-bas qui permettent en fait une réinsertion un peu plus facile que le Congolais qui débarque, il doit se prendre en charge. Après, on voit aussi la question des difficultés en Europe. En fait, on se rend bien compte que les Congolais à 12% rentreraient parce qu'ils sont en difficulté. Parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce que ils sont en rupture familiale, il y a eu un divorce, il y a eu quelque chose comme ça, ils rentrent. Mais sinon, le Sénégalais rentre dans ce cas-là seulement à 5%. Donc, on voit que les causes de retour, la diaspora d'un pays à un autre, à travers cette étude... C'est une étude comparée, Sénégal-Congo. Voilà. Donc, qui nécessite peut-être d'approfondir sur l'ensemble des pays... Alors, on voit quand même pour l'investissement, Emmanuel Okamba, 2% de Sénégalais rentrent parce qu'ils ont des raisons pour investir, mais pas de Congolais qui rentrent. C'est 0% en fait. Est-ce que c'est un pays à risque? C'est quoi le problème? Ah oui, mais parce que au moment où cette étude a été faite... Elle date de 2009. Hein, oui, alors donc l'initiative, créer une entreprise au Congo, c'est la croix et la bannière. En nombre de procédures, en nombre de contraintes et de tracasseries administratives, ça rebute... tout de suite celui qui est porteur du projet. Oui.
Et puis, si vous n'êtes pas soutenu dans cette... c'est plus compliqué. Oui, dans cette œuvre par quelqu'un de puissant politiquement ou administrativement fort, il y a très peu de chances que vous parveniez à l'époque donc, à créer une entreprise qui prospère. Créer une entreprise qui prospère, Emmanuel Lokamba, Ike Guillaume Kouka, toujours lui, pose la question, est-ce qu'il est possible de mettre en place un mécanisme qui capte l'épargne privée ou les transferts privés pour le mettre au service de l'économie et de l'investissement? Y a-t-il un mécanisme qui existe? Oui, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, dans le cas du Congo, puisqu'il parle sur le Congo, il y a une agence qui s'occupe donc de l'investissement au Congo. Il y a une agence. Donc, il suffit que cette agence crée, par exemple, au niveau de la France, une antenne. Et cette agence, donc, va recevoir les fonds, les transferts. Au lieu de les transférer, directement, c'est-à-dire chaque Congolais ouvre un compte dans cette agence, dépose son argent, et après, il donne des ordres pour pouvoir transférer cet argent vers le pays pour investir. Et ainsi, cet argent qui reste dans ce compte pendant 2, 3, 4, 5 mois, avant d'être transféré au Congo, permet à cette agence donc de créer une épargne et qui va servir donc au financement des projets. Le problème, c'est que ici, au niveau de la diaspora, si un Congolais veut, par exemple, créer une entreprise au Congo, il n'a pas toutes les informations. Il n'a pas les informations sur le marché, sur l'offre et sur la demande, pour faire son business plan, pour faire la simulation donc, de la vie de son entreprise. Pour les informations ne sont pas disponibles. Il n'en a pas. Donc, c'est très compliqué d'investir. Et s'il y avait une telle agence qui proposait ce service sur place, donc cette étude avec toutes les données sur les secteurs du Congo, et ensuite, possibilité de créer un compte sur lequel on dépose de l'argent sous forme d'épargne, rémunérée, si c'est possible, bien sûr. Et possibilité aussi donc de bénéficier des prêts à partir du moment où on a ce compte, eh bien, ça permet donc de stocker ces transferts et de les rentabiliser de façon à ce que cette institution puisse financer correctement les projets au Congo. Vous voyez que là, les gens ne repartent pas parce qu'en raison d'investissement, il n'y a rien. Bon, donc, ça manque. Et l'épargne privée telle qu'elle est faite aujourd'hui ne peut pas servir à l'investissement, c'est-à-dire à la création de richesses. Voilà. Elle ne sert qu'à la consommation. C'est déjà quelque chose. Mais cette épargne peut faire plus si elle est mieux orientée. C'est aussi donc le travail que le ministère, puisque au Congo, il y a un ministère, des Congolais de l'étranger. Congolais de l'étranger, de la diaspora. Donc ce ministère devait organiser au niveau... donc en lien avec cette agence d'investissement, je pense que c'est Annick Mongo qui doit normalement diriger cette agence, si je me rappelle bien. Voilà, avec l'ambassade, avec les services spécialisés de l'ambassade, donc qui s'occupent de ces problèmes de la diaspora. Et donc mettre en place un dispositif pour que les Congolais qui ont envie d'investir, eh bien, déposent leur épargne dans cette agence et bénéficient pour cela donc des prêts, des emprunts nécessaires pour pouvoir investir au Congo plus facilement. Donc à ce moment-là, on changerait la donne. En fait, c'est un nouveau paradigme qui amènerait. Est-ce que cela nécessite en fait une vraie volonté politique, une vraie stratégie pour impliquer réellement la diaspora par rapport à ce que disait Guillaume Kouka? Oui, il faut absolument une nouvelle stratégie parce que jusqu'aujourd'hui, bon, la diaspora c'est quoi? C'est de voir les personnes qui sont à l'étranger, combien ils sont, bon, les malades, s'il y a un décès, bon, le ministère envoyer le corps au pays, etc. Oui. Bon, alors que cette diaspora est riche, riche donc en industrie, en savoir, elle est riche aussi en projets, sont porteurs d'idées, mais le pays n'a pas encore intégré dans sa stratégie de développement le levier nommé diaspora. Emmanuel Lokamba, jusque-là, on a parlé que le pays
très souvent, dans votre discours, il y a toujours la dimension sous-régionale, notamment dans ces préconisations. Qu'est-ce qui peut se faire, par exemple, aujourd'hui, au niveau de la CEMAC, la région que vous connaissez peut-être bien et mieux? Oui. Alors, au niveau de la CEMAC, c'est justement de capter aussi cette épargne privée par la création d'un fonds. Un fonds CEMAC? Oui, un fonds CEMAC qui va capter donc cette épargne qui vient donc de tous les pays, différents pays, oui. Capter et permettre donc aux ressortissants de la CEMAC de pouvoir investir dans tel ou tel autre pays de la CEMAC. Donc le même procédé que nous avons vu sur le Congo, on peut le faire pour que ça soit fait dans l'ensemble de la CEMAC. Donc un fonds CEMAC. Un fonds CEMAC, on peut avoir un fonds UMOA ou CEDEAO. Voilà, au fur et à mesure, pour les orienterait mieux en fait ces épargnes privées afin qu'elles deviennent. La BARD, nous avons dit, a commencé à faire ce travail avec la France et le Fonds de développement international de l'agriculture. Donc un fonds qui est géré par la BARD, mais ça reste encore très très marginal. Il faudrait donc amener ce fonds au niveau de chacune des zones de développement économique avec l'idée que les Africains investissent, les Africains ouvrent même des comptes dans ces agences et créent de la valeur. Donc, pour conclure, Emmanuel Lokamba, l'immigration est une chance pour l'Afrique. Oui, si elle est bien gérée, si elle ne se limite pas au simple transfert, si elle s'ouvre sur la valorisation donc, des cerveaux qui sont à l'étranger, pour que ces cerveaux contribuent pleinement au développement à la fois économique, social et politique de l'Afrique. C'est sur cette conclusion optimiste, Emmanuel Lokamba, qu'on va se quitter. Encore merci. Merci, M. Cyr. Et puis, merci aux auditeurs, donc à ceux qui nous ont envoyé leurs impressions, leurs questions. Malheureusement, le temps est court, mais nous reviendrons. Voilà, nous reviendrons, c'est une tradition qu'on va désormais mettre en place, puisqu'on se rend bien compte que le contact direct manquait sans doute. On essaiera de l'établir le plus souvent possible sur des sujets plus ou moins fédérateurs, où les gens peuvent s'exprimer librement, et surtout avec une nouvelle année qui va arriver, peut-être se projeter pour les pays d'ici là, Emmanuel Lokamba. Merci à vous tous et bonne année. Voilà, bonne année à vous. Merci à Nokokumunga Koso, merci à vous aussi qui avez été avec nous aujourd'hui pour nous accompagner dans cette émission spéciale. C'était le live du samedi avec Emmanuel Lokamba. Nous parlions d'un thème, c'est la contribution de la diaspora au développement de l'Afrique. Vous savez qu'il a publié une tribune dans les dépêches de Brazzaville du 1er décembre pour vous retrouver en fait sur cette thématique. Mais ici, c'est toujours l'occasion pour nous d'en parler et de pouvoir bien sûr apporter un peu plus de lumière puisque ce thème intéresse tout le monde et surtout en premier chef les Congolais. Merci encore à vous qui avez été, à Guillaume Kouka, à Tom Renoir. J'ai vu en passant qu'il y avait le lion de Makanda, Guy Roland et tous les autres. Portez-vous bien, on se retrouve dès la prochaine fois. Les programmes de NTV continuent. Au revoir.